C'était l'un de ces après-midi de printemps dont les habitants des petites villes se souviennent pendant des décennies, non pas pour ce qui s'est passé, mais pour le sentiment de normalité qui a précédé le chaos. Frankfort, Kentucky. 3 mai 1992, une journée qui sentait l'herbe fraîchement coupée et le chèvrefeuille, où les enfants roulaient en tricycle dans des rues tranquilles et où le tintement des carillons avant flottait d'un jardin à l'autre. Angelica Lewis, 3 ans, était assise sur le porche de la petite maison bleue de sa famille, sur Riverview Lane, serrant contre elle son lapin en peluche préféré. Sa mère, Carol, était juste à l'intérieur, pliant une corbeille de serviettes encore chaudes du sèche-linge. La moustiquaire était ouverte et, de la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir les petites jambes d'Angelica se balancer au bord du perron, sandales roses, chaussettes blanches à volants de dentelle. Carol jeta un œil à sa fille 2 fois en 10 minutes. Elle se souvient avoir regardé l'horloge, 14h47. La troisième fois, Angelica n'était plus là. Au début, Carol ne réalisa pas. Elle appela son nom, pensant qu'elle s'était peut-être aventurée dans le jardin pour chasser un papillon ou qu'elle avait fait le tour de la maison. Mais il n'y eut que le silence. Pas de rire, pas de bruit de pas sur le porche. La rue était immobile. Quand la réalité la frappa, Carol laissa tomber le linge, se précipita dehors et se mit à crier. « Angelica! Angie, où es-tu? » Sa voix porta dans la rue, surprenant une voisine qui arrosait son jardin. En quelques minutes, la moitié du voisinage s'était jointe aux recherches, vérifiant derrière les clôtures, sous les porches, à l'intérieur des garages. Mais la petite fille aux sandales roses s'était volatilisée sans un bruit. À 15h30, la première voiture de police arriva. Moins d'une heure plus tard, la scène était un chaos. Voitures de patrouille, gyrophares et des officiers marchant épaule contre épaule à travers les jardins. Les inspecteurs bouclèrent la zone avec du ruban jaune tandis que des volontaires se déployaient le long des bois voisins. Des chiens de recherche furent amenés, leurs maîtres criant des ordres, alors qu'ils s'enfonçaient dans les fourrés denses derrière la maison des Lewis, en direction de la lisière d'arbres qui longeait la rivière Kentucky. À 18h10, un hélicoptère tournait au-dessus d'eux, son projecteur balayant le paysage qui s'assombrissait. En contrebas, la rivière scintillait, faussement calme. Des badauds s'étaient rassemblés derrière les barricades, murmurant tous la même question. Comment un enfant peut-il disparaître en plein jour? Les recherches durèrent toute la nuit. Les officiers ne trouvèrent aucun signe de lutte, aucune empreinte, aucun jouet tombé, pas même une brindille cassée qui aurait pu suggérer où Angelica était allée. Son lapin, celui qu'elle ne lâchait jamais, fut retrouvé des heures plus tard sur le porche, assis bien droit, comme s'il avait été posé là avec soin. L'inspecteur Paul Garner, l'un des premiers sur les lieux, décrirait plus tard ce détail comme le plus glaçant. Il n'a pas été jeté, il n'est pas tombé. Il a été posé comme si quelqu'un n'avait pas voulu que sa mère s'en aperçoive tout de suite. Le lendemain matin, la police étendit le périmètre de recherche. Des dizaines de volontaires ratissèrent les champs et les berges, tandis que des plongeurs exploraient les eaux peu profondes près de l'ancien ponton de pêche. Rien. Au troisième jour, les équipes avaient couvert un rayon de 5 km à l'aide de scanners infrarouges, d'unités à cheval et d'équipes cynophiles. Toujours aucune trace d'Angelica. Puis vint la première et unique piste. Une voisine âgée, Madame Henson, déclara aux agents
avoir vu une berline blanche garée au bout de l'allée des Lewis vers 14h40. Elle ne put identifier ni la marque ni le modèle, seulement que le conducteur était un homme portant une casquette de baseball et que la voiture était partie quelques minutes plus tard. La police passa au crible les comtés voisins à la recherche de véhicules correspondant à la description, consultant les registres d'immatriculation, interrogeant les propriétaires et installant même des barrages routiers le long de la route 60. Des dizaines d'appels de locaux affirmant avoir vu des voitures similaires affluèrent, mais chaque piste s'effondra après vérification. À la fin de la semaine, l'affaire commençait déjà à prendre ce poids lourd et sans espoir, si familier des tragédies des petites villes. Le quartier, qui laissait autrefois les portes ouvertes, fermait désormais les stores et vérifiait les serrures à double tour. Les parents accompagnaient leurs enfants à l'école. Les journalistes rôdaient près de la propriété des Lewis, attendant le moindre signe de progrès, mais il n'y en avait aucun. Les inspecteurs explorèrent toutes les possibilités. Enlèvement familial? Aucun litige de garde. Enlèvement au hasard? Peu probable sans témoin autre que Madame Henson. Crime d'un étranger? Possible, mais rare dans la région. Il n'y eut aucune demande de rançon, aucun appel suspect, aucune preuve matérielle reliant qui que ce soit à la disparition. C'était comme si Angelica avait été arrachée au monde, effacée. Une semaine plus tard, Carole et son mari, David, apparurent à la télévision locale, suppliant pour le retour de leur fille. La voix de Carole tremblait lorsqu'elle dit « S'il vous plaît, quiconque l'a, ramenez-la simplement à la maison. Elle n'a que 3 ans. Elle a peur sans son lapin. » Cet extrait serait rediffusé pendant des années chaque fois que les habitants de Francfort parleraient de l'affaire. Ses yeux rouges, ses mains jointes, comme pour s'accrocher à l'espoir lui-même. Pendant des mois, l'enquête consuma la communauté. Des avis de recherche avec la photo d'Angelica, une fillette souriante aux boucles châtain clair, étaient affichés dans les épiceries et les stations-service. Les inspecteurs suivirent chaque signalement possible. Une fille à Bowling Green, une autre à Cincinnati, une autre signalée près d'une aire de repos dans le Tennessee. Chaque fois, ce fut une déception. À l'automne, le ton de l'affaire changea. Le poste de commandement des recherches fut fermé. Les volontaires retournèrent à leur travail. Les journalistes passèrent à d'autres histoires. Les seules personnes qui n'arrêtèrent jamais de chercher furent les Lewis et l'inspecteur Garner, qui garda le dossier ouvert sur son bureau longtemps après que les autres l'eurent refermé. Le rapport officiel classa la disparition comme enlèvement présumé, enquête active. Mais en privé, le groupe de travail savait ce que cela signifiait. Sans preuve matérielle ni témoin, les chances de retrouver Angelica vivante s'amenuisaient. Un dernier effort de recherche eut lieu en novembre 1992 lorsque des plongeurs sondèrent à nouveau une section de la rivière après qu'un pêcheur eut affirmé avoir vu une petite chaussure rose accrochée dans les roseaux. Il s'avéra que ce n'était qu'un déchet, une chaussure de poupée délavée, blanchie par le soleil et à moitié enfouie dans la vase. Après cela, le silence. Noël passa cette année-là sans Angelica. Carole laissait la lumière du porche allumée chaque nuit, disant que c'était pour que sa fille puisse retrouver son chemin. David cessa complètement de parler aux journalistes. La petite maison bleue de Riverview Lane devint un symbole de chagrin, l'endroit où une petite fille s'était volatilisée au milieu d'une journée ordinaire pour ne plus jamais être revue. Au printemps 1993, les recherches
prirent officiellement fin. Le dossier Lewis rejoignit des dizaines d'autres affaires non résolues dans une salle des scellés du bureau du shérif du comté de Franklin. Le nom d'Angelica apparaissait une fois par an dans les bulletins locaux pour enfants disparus, sa photo mise à jour grâce à des logiciels de vieillissement. Les visages changeaient, la technologie s'améliorait, mais le résultat restait le même. Et pourtant, même des décennies plus tard, les enquêteurs diraient que cette affaire les hantait encore. Parce que depuis le tout début, quelque chose clochait, comme un puzzle auquel il manquerait une seule pièce. Il n'y avait eu ni cri, ni lutte, ni trace. Juste un porche, un lapin en peluche et une mère qui avait détourné le regard pendant moins d'une minute. Personne ne le savait alors. Mais le mystère qui avait commencé dans cette rue tranquille en 1992 resterait enfoui pendant plus de 2 décennies, jusqu'à ce que, bien des années plus tard, une boîte oubliée et une simple lettre manuscrite révèlent enfin ce qui était vraiment arrivé à la petite Angelica Lewis. Dans les mois qui suivirent la disparition d'Angelica, un silence contre nature s'installa dans la maison des Lewis. Les jouets sur le porche ne bougèrent plus. Les pots de fleurs, dont Carol s'occupait autrefois, commencèrent à se faner un par un. Le son des rires, qui avaient autrefois rempli la maison, fut remplacé par un silence qui s'étira sur des années. Pendant longtemps, Carol refusa de croire que sa fille était partie. Elle garda la chambre d'Angelica exactement comme elle l'avait laissée, avec les mêmes murs pastels, les mêmes peluches alignées sur le rebord de la fenêtre. Chaque soir, elle ouvrait la porte, s'asseyait au bord du lit et murmurait bonne nuit à un enfant qui ne répondait jamais. Les voisins disaient que c'était comme si la maison avait cessé de vieillir, figée en 1992. David Lewis, son mari, portait son chagrin différemment. Il était au travail le jour où Angelica a disparu, mécanicien dans un garage local sur Wilkinson Boulevard, et ce détail le hanterait pendant des décennies. Il confia à des amis qu'il aurait dû être là, que peut-être s'il était rentré plus tôt ou s'il avait pris un autre service, les choses se seraient passées autrement. Avec le temps, la culpabilité le vida de sa substance. Il cessa de parler de l'affaire, arrêta de s'asseoir à côté de Carole lorsqu'elle passait aux nouvelles du soir, et commença à passer de longues heures seul dans le garage, à réparer des moteurs qui n'en avaient pas besoin. Pendant ces premières années, la police de Francfort travailla sans relâche pour trouver des réponses. Des lignes téléphoniques étaient entièrement dédiées à l'affaire Angelica et des volontaires distribuaient des avis de recherche jusqu'à Lexington. Mais les semaines se transformèrent en mois et l'affaire commença à sombrer dans la confusion et la frustration. Chaque fois que les inspecteurs pensaient avoir une piste, elle ne menait à rien. Un tuyau vint d'un chauffeur de camion qui affirmait avoir vu un enfant correspondant à la description d'Angelica sur une aire de repos près de Bowling Green. Lorsque les agents vérifièrent, il s'agissait d'une jeune fille de la région voyageant avec sa tante. Un autre tuyau vint d'une femme de Nashville qui croyait avoir vu Angelica dans un parc avec un homme qui n'avait pas l'air d'être son père. Les images de surveillance ne montrèrent rien. Chaque piste semblait se dissoudre dès son apparition. Puis vinrent les appels, des dizaines, de gens prétendant avoir des informations. Certains étaient sincères, d'autres cruels, et quelques-uns simplement inexplicables. Un appelant dit à la police qu'il avait pris Angelica, puis éclata de rire avant de raccrocher. Un autre affirma qu'elle était détenue dans une ferme abandonnée près de Lawrenceburg.
Lorsque les agents arrivèrent sur les lieux, la propriété était vide, à l'exception de ratons laveurs et de meubles cassés. En désespoir de cause, Carole se tourna vers quiconque voulait bien l'écouter. Elle participa à des émissions de télévision locales, apparut sur les premiers forums Internet dédiés aux enfants disparus et consulta même des médiums qui promettaient de sentir l'énergie d'Angelica. À chaque fois, elle repartait avec plus d'espoir que de réponse. Les inspecteurs ne la décourageaient pas. Ils savaient que l'espoir était parfois la seule chose qui restait aux familles. Mais en coulisses, les enquêteurs n'avaient plus d'endroit où chercher. En 1997, 5 ans après la disparition, le groupe de travail initial avait été dissous. Le bureau du shérif fusionna l'affaire dans une liste croissante de dossiers de personnes disparues de longue date. Elle devint un numéro de dossier au lieu d'un nom. Kawamitin Dun 437, un parmi tant d'autres. Cette même année, Carole commença à organiser des veillées aux chandelles annuelles à la date anniversaire de la disparition d'Angelica. Au début, des dizaines de personnes venaient, amis, voisins, membres de l'Église et même des étrangers qui avaient suivi l'affaire dans les journaux. Mais avec le temps, la foule diminua. En 2000, il ne restait plus que Carole et 2 autres familles des villes voisines qui avaient également perdu des enfants. Le bilan humain était impossible à ignorer. David s'installa dans la chambre d'amis vers 1998. Il raconta qu'il ne pouvait pas dormir près de la fenêtre qui donnait sur le porche. La vue de la marche vide où Angelica avait l'habitude de s'asseoir était insupportable. Leur mariage devint mécanique. Des conversations polies sur les factures, de courts échanges sur le dîner, mais pas de rire, pas de chaleur. Leurs amis le remarquèrent. Certains disaient que c'était comme si 2 fantômes vivaient sous le même toit. Les inspecteurs qui réexaminèrent l'affaire au fil des ans tentèrent d'apporter un regard neuf. Ils réinterrogèrent les voisins, revérifièrent la zone où la berline blanche aurait été vue et contactèrent de même l'unité d'analyse comportementale du FBI pour obtenir des éclaircissements. Mais rien ne changea le fait central. Il n'y avait aucune preuve matérielle. Pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, pas de signalement confirmé. L'affaire était comme de la fumée, visible dans la mémoire, impossible à saisir. En 2001, une nouvelle piste raviva brièvement l'espoir. Une femme de l'Ohio signala qu'une adolescente était entrée dans son magasin, l'air désorienté et pieds nus, affirmant ne pas savoir qui elle était. Lorsqu'on lui montra une photo d'Angelica telle qu'elle pourrait être à 13 ans, la ressemblance était troublante. Les inspecteurs firent 6 heures de route pour rencontrer la jeune fille, pour découvrir qu'il s'agissait d'une fugueuse de l'Illinois. L'espoir qui avait vacillé pendant quelques jours s'éteignit aussi vite qu'il était apparu. Vers cette époque, un inspecteur nommé Harold Grant, un jeune officier fraîchement affecté à la division des affaires non résolues, commença à cataloguer les anciens dossiers. Il se souvint avoir vu le dossier Lewis dans la salle des archives, empilé entre d'autres disparitions non élucidées. Il avouerait plus tard qu'il l'avait remarqué en raison de la minceur du dossier. Il n'y avait pas assez de matière, dit-il. C'était comme s'il manquait une pièce qui aurait dû être évidente. Mais sans nouvelle preuve, il avait les mains liées. En 2002, 10 ans s'étaient écoulés. Le bureau du shérif classa officiellement l'affaire Lewis comme inactive, ce qui signifiait qu'elle pourrait être rouverte si de nouvelles informations apparaissaient. Mais sinon, elle était rangée. Carole en fut informée par une brève lettre
un seul paragraphe indiquant qu'il n'y avait plus de pistes et que le département lui présentait ses condoléances. Elle garda cette lettre pliée à l'intérieur d'une Bible sur sa table de chevet, la lisant chaque fois qu'elle avait besoin de se rappeler qu'Angelica était toujours quelque part dans le monde, même si personne ne savait où. Cette même année, une nouvelle campagne pour les enfants disparus fut lancée à l'échelle de l'État. Elle présentait des portraits robots numériques vieillis d'enfants qui avaient disparu dans les années 1990. Le visage d'Angelica y figurait une reconstitution par ordinateur de ce à quoi elle pourrait ressembler à 13 ans. Des cheveux plus longs, des yeux plus âgés, mais le même petit sourire. Carole dit que la photo ne ressemblait pas à sa fille. Ils l'ont fait vieillir, dit-elle à un journaliste. Mais je la vois toujours à 3 ans. C'est comme ça qu'elle sera toujours. Au fil des années, le nom d'Angelica devint une ligne familière dans les journaux des petites villes, un rappel annuel dans la section des enfants disparus du Kentucky, publié chaque mois de mai. Les gens qui avaient connu la famille déménagèrent. Les journalistes qui avaient couvert l'affaire prirent leur retraite. Même la voisine qui avait prétendu voir la berline blanche décéda en 2005. À l'intérieur de la maison des Lewis, le temps s'était arrêté. Carol travaillait à temps partiel dans un restaurant en périphérie de la ville, un travail qui l'empêchait de trop réfléchir entre deux services. David s'enfonça davantage dans le silence. Leur mariage se termina finalement par une séparation tacite. Un soir de 2007, il partit, ne laissant derrière lui qu'un mot sur le comptoir de la cuisine. « Je ne peux plus vivre dans cette maison. » Carole ne demanda jamais le divorce. Elle cessa simplement de se considérer comme mariée. Les inspecteurs réexaminaient occasionnellement l'affaire, mais chaque examen aboutissait au même résultat. Pas de suspect, pas de preuves matérielles, pas de progrès. C'était devenu l'un de ces noms mentionnés lors de conférences comme un exemple de la façon dont le temps peut engloutir même les mystères les plus obsédants. Et pourtant, pendant toutes ces années silencieuses, le dossier resta dans le même tiroir, marqué par une encre pâlie et des agrafes rouillées. La photographie d'Angelica, celle prise le jour de son 3e anniversaire, restait attachée à la couverture. La petite fille au sourire éclatant et aux sandales roses attendait toujours, d'une certaine manière, que quelqu'un la retrouve. Personne ne le savait alors, mais la prochaine fois que ce dossier serait ouvert, plus de 15 ans plus tard, ce ne serait pas à cause d'une nouvelle piste ou d'un nouveau témoin. Ce serait à cause d'une simple tâche administrative, d'un vieil inspecteur triant des boîtes oubliées et d'une seule photo Polaroid qui était passée inaperçue pendant des décennies. Quelque chose était sur le point de refaire surface, doucement, comme une voix revenant du passé. En 2017, l'affaire de la petite Angelica Lewis, 3 ans, s'était estompée, devenant une note de bas de page dans la longue liste des disparitions non résolues du Kentucky. Son nom vivait principalement dans de vieilles archives de journaux et des bases de données d'affaires classées, une statistique de plus d'une autre décennie. À l'intérieur du bureau du shérif du comté de Franklin, son dossier gisait enfoui parmi des centaines d'autres dans une salle des scellés sans fenêtre, où la poussière s'accumulait sur des boîtes qui n'avaient pas été touchées depuis des années. Cet été-là, Harold Grant, un inspecteur à la retraite approchant les 70 ans, se porta volontaire pour aider le département à numériser ses vieilles archives. Il avait servi plus de 30 ans dans la police, assez longtemps pour savoir que la plupart des affaires non résolues se terminaient dans le silence, et non par des réponses. Pourtant, il croyait dans quelque chose que beaucoup de jeunes inspecteurs avaient oublié. Parfois, les plus petits détails, les plus négligés, contenaient la vérité.
Il travaillait méthodiquement, étiquetant et scannant chaque dossier qu'il ouvrait. Les boîtes étaient vieilles, certaines s'effondrant sous leur propre poids. L'écriture sur leurs étiquettes s'était estompée en de pâles traces de crayon. Johnson, B. 1985. Taylor, G. 1969. Non identifié, Lac Cumberland, 1988. Puis, près du bas d'une pile chancelante, il en repéra une qui attira son attention. L'étiquette indiquait Louis A. 1992. Il se souvint immédiatement du nom, la fillette disparue de Francfort, celle dont l'affaire avait autrefois fait la une des journaux de tout l'État. Il n'avait jamais travaillé sur l'enquête lui-même, mais tous les policiers de l'époque connaissaient l'histoire. 3 ans, volatilisé de son Porsche, aucune trace, jamais retrouvée. Il souleva le couvercle avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des pochettes de preuves en plastique jaunies par le temps, des rapports papier cassants et des polaroïdes délavés. Alors qu'il triait le contenu, quelque chose glissa d'entre deux rapports. Une petite photographie, gondolée et tachée par le temps. C'était un polaroïde, du genre qu'il fallait secouer pour sécher dans les années 90. Elle montrait une petite fille assise au bord d'un chemin de terre à côté d'une boîte aux lettres rurales. Le numéro peint sur le côté du poteau indiquait 417. Le visage de l'enfant était partiellement détourné, mais elle semblait avoir environ 3 ou 4 ans, la tête légèrement inclinée, comme si elle était distraite par quelque chose hors du cadre. Au dos de la photo, écrit d'une main tremblante, 4 mots. Toujours près de la maison. Ahmad. Harold se rassit sur sa chaise, l'étudiant sous la faible lumière fluorescente. L'écriture était étrange, inégale, presque hâtive, comme celle de quelqu'un essayant de ne pas être reconnu. La note n'était pas datée, mais le type de film suggérait qu'elle datait du début des années 90. Il vérifia le dossier de l'affaire. Il n'y avait aucune mention de ce Polaroid nulle part. Curieux, il feuilleta les anciennes fiches de preuve jusqu'à ce qu'il trouve une entrée datée de juin 1994, 2 ans après la disparition d'Angelica. Elle faisait référence à une enveloppe anonyme reçue par le bureau du shérif, adressée simplement à l'unité des personnes disparues. L'enveloppe contenait une photo Polaroid. Pas de lettre, pas d'adresse de retour. Un employé l'avait apparemment transmise à la division des archives où elle aurait dû être enregistrée et traitée. Mais quelque part dans la chaîne de possession, elle avait été égarée. Le registre ne montrait aucun suivi, aucune analyse, aucune indication qu'un inspecteur l'ait jamais vue. Une erreur administrative. Un petit détail oublié, enseveli sous des décennies de paperasse. Harold étudia à nouveau l'image. Le paysage derrière l'enfant était indubitablement rural. Les collines du Kentucky, des broussailles basses, une clôture en bois s'étendant au loin. Il remarqua autre chose. La boîte aux lettres n'était pas rattachée à une maison. Elle se tenait seule sur un accotement en terre, sans aucune structure visible à proximité. Il zooma sur la version numérisée, cherchant des caractéristiques identifiables. Une lisière d'arbres, un poteau électrique, tout ce qui pourrait aider à la localiser. Il ouvrit les cartes de propriété originales de l'enquête de 1992. À l'époque, les équipes de recherche avaient couvert un rayon de 8 km depuis la résidence des Lewis sur Riverview Lane, mais aucune propriété portant le numéro 97 n'apparaissait dans cette zone. Cela n'avait aucun sens.
Le numéro existait clairement, mais où? Cette phrase au dos, toujours près de la maison, elle résonna dans son esprit longtemps après qu'il eut quitté le bureau ce jour-là. La plupart des indices anonymes étaient vagues ou sensationnels, mais celui-ci semblait différent. Il n'y avait aucune vantardise. Ce n'était pas une moquerie. On aurait dit une confession ou un indice, mais tout en retenue. Le lendemain matin, Harold sortit des archives le dossier complet de l'affaire Lewis et l'emporta à son bureau. Il était plus lourd qu'il ne l'avait imaginé, près de 400 pages de rapports, de transcriptions et de témoignages. Les premières entrées détaillaient les efforts de recherche, le signalement de la berline blanche, les entretiens avec les voisins. Plus loin, les pages se clairsemaient, ne contenant plus que des mises à jour annuelles, chacune estampillée de la mention « Aucune nouvelle piste ». Il lut pendant des heures. Plus il s'enfonçait dans le dossier, plus il avait l'impression de lire un récit interrompu au milieu d'une phrase. Il retrouva les anciennes cartes de recherche de la propriété et cette fois, il remarqua un détail qui avait pu échapper aux autres. La mention de la route 417, une route d'accès du comté qui avait été renommée au début des années 2000, après que des inondations eurent détruit plusieurs maisons le long de la rivière. Ce n'était pas du tout un numéro de maison, c'était un indicateur de route. Toujours près de la maison, les mots résonnèrent dans son esprit. Et si la photo n'indiquait pas une propriété, mais un lieu? Et si l'expéditeur essayait de dire aux enquêteurs qu'Angelica était toujours à proximité, près de la rivière, près de l'endroit où elle avait disparu? Il commença à sortir de vieilles cartes topographiques, les superposant au quadrillage de recherche original. La résidence des Lewis se trouvait à un peu plus d'1 kilomètre de la rivière Kentucky, près d'une zone que les habitants appelaient le méandre des Saules. La route 417, avant d'être renommée, longeait le cours d'eau avant de serpenter vers un champ sans issue. Elle avait été abandonnée pendant des décennies après qu'une crue eût emporté une partie de la chaussée. Ce nom, le méandre des Saules, apparaissait également dans le dossier. C'était l'une des premières zones fouillées en 1992. Les équipes y avaient passé 3 jours sans rien trouver. Après ce premier balayage, la zone avait été écartée et jamais réexaminée. Harold se renversa dans son fauteuil, mal à l'aise. Il était possible que la photo n'ait rien à voir avec l'affaire. Le courrier anonyme n'était pas rare dans les enquêtes sur des enfants disparus. Les gens envoyaient de fausses photos, de faux tuyaux et même de cruelles plaisanteries. Mais cette image était restée inaperçue dans une boîte de scellés pendant plus de 20 ans. Personne ne l'avait analysée. Personne ne l'avait recoupée. Et elle était apparue 2 ans après la disparition, alors que la couverture médiatique s'était déjà estompée. Quiconque l'avait envoyée ne cherchait pas l'attention. Ce soir-là, Harold resta tard au bureau, scannant le Polaroid dans le système numérique et le joignant au dossier. Il écrivit une courte note au superviseur des affaires non résolues du département, recommandant que l'image soit examinée. Mais au moment de refermer le dossier, il hésita. Son instinct lui disait que c'était important. Il regarda de nouveau l'enfant sur la photographie. La posture, la taille, les cheveux, tout correspondait à une fillette d'environ 3 ou 4 ans. Il ne pouvait pas affirmer avec certitude qu'il s'agissait d'Angelica, mais quelque chose, une petite ressemblance dans les yeux ou l'inclinaison de la tête, était obsédant. Avant de partir, il glissa une copie de la photo dans son carnet. Au dos, il écrivit les mêmes mots
qui avaient été griffonnés des décennies plus tôt, toujours près de la maison. Cette nuit-là, alors que la pluie commençait à tomber sur Francfort, Harold ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait d'ouvrir une porte que personne n'avait osé toucher depuis des décennies. Il ne le savait pas encore, mais cette petite photo délavée, celle que tout le monde avait ignorée, allait tout changer. Car enfoui dans ce message, caché au vu et au su de tous pendant 23 ans, se trouvait le premier véritable indice sur ce qui était arrivé à Angelica Lewis. Chaque affaire sur cette chaîne nécessite des semaines de recherche, de vérification des faits et de longues nuits à découvrir la vérité. Nous le faisons car ces histoires sont importantes et quelqu'un mérite encore que l'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à mettre en lumière ces véritables mystères, merci d'aimer, de vous abonner et de partager dans les commentaires la partie de l'affaire d'aujourd'hui qui vous a le plus marqué. Pour plus d'affaires non résolues élucidées, les liens vous attendent dans la description. Maintenant, retournons à l'enquête. En janvier 2018, une simple enveloppe blanche arriva au poste de police de Francfort. Rien de remarquable à première vue. Pas de timbres inhabituels, pas d'adresse de retour, et seulement quelques mots tapés à la machine, d'une écriture mal assurée, sur le devant. À la mère d'Angelica Lewis. L'employé du courrier supposa qu'il s'agissait d'un autre vieil indice d'un membre du public et la plaça dans le bac du courrier ordinaire. Elle y serait peut-être restée des jours, voire des semaines, si un jeune officier n'avait pas reconnu le nom et ne l'avait pas apporté directement à l'inspecteur Harold Grant. Grant avait passé les derniers mois à réexaminer discrètement l'affaire Lewis, incapable de chasser de son esprit l'image de ce Polaroid délavé. Il était convaincu que l'indice avait une signification, même si personne d'autre ne le croyait. L'arrivée de la lettre fut comme une étincelle dans une pièce longtemps restée froide. Quand il déchira l'enveloppe, une unique feuille de papier lignée, pliée, en tomba. Elle n'était ni tapée ni imprimée, juste manuscrite d'une écriture hâtive et inégale. On pouvait y lire « Je l'ai vue grandir, bien qu'elle ne m'ait jamais connu. Elle était aimée. Je ne pouvais pas la laisser partir cette nuit-là. Elle était censée être en sécurité. Je ne peux plus porter ce fardeau. Cherchez près de la rivière, là où les saules se penchent. » Il n'y avait ni signature, ni date, ni explication. Grant la lut 2 fois avant de dire un mot. Le ton était étrange, ni menaçant, ni jubilatoire. Il semblait personnel, plein de remords, presque suppliant. L'auteur ne se vantait pas d'un crime. Il confessait quelque chose qui le rongeait depuis des années. Il vérifia immédiatement le cachet de la poste. La lettre avait été postée de Nashville, Tennessee, moins de 2 semaines plus tôt. Il envoya l'enveloppe au laboratoire de la police scientifique de l'État pour analyse. Les résultats revinrent en quelques jours. Le papier et l'encre étaient modernes, fabriqués au plus tôt en 2015. Cela signifiait que l'auteur ne racontait pas une vieille rumeur ou un canular. Il était en vie et avait écrit cela récemment. L'esprit de Grant se tourna vers la phrase qui ressortait le plus. Cherchez près de la rivière, là où les saules se penchent. Ce n'était pas juste une tournure poétique, c'était de la géographie. La phrase faisait écho à quelque chose dans les anciens dossiers, quelque chose sur les premières cartes de recherche. En 1992, une partie de l'enquête s'était concentrée près d'une zone riveraine que les habitants appelaient le méandre des Saules, une étendue de terre incurvée le long de la rivière Kentucky où les équipes de recherche avaient ratissé les broussailles épaisses et les eaux peu profondes dans les jours suivant la disparition
d'Angelica. Rien n'avait été trouvé à l'époque, et après les dégâts causés par les inondations des années plus tard, la zone était devenue envahie par la végétation et pratiquement inaccessible. Maintenant, plus de 2 décennies plus tard, quelqu'un y renvoyait la police. Le département organisa une réunion le lendemain matin. Grant posa la lettre sur la table, sous une pochette à scellé transparente, et expliqua ses conclusions. Certains officiers étaient sceptiques, y voyant un autre canular ou une tentative d'attirer l'attention. Mais Grant insista. Le Polaroid de 1994 et la lettre de 2018, tous deux anonymes, tous deux faisant référence au fait d'être près de la maison, tous deux évoquant la rivière, semblaient trop connectés pour être ignorés. L'autorisation fut accordée pour une recherche limitée. Grant rassembla une petite équipe d'officiers, un analyste scientifique et 2 maîtres-chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Par une froide matinée de fin janvier, ils se dirigèrent vers le bord de la rivière, là où se trouvait autrefois l'ancien sentier du méandre des Saules. Ce qui avait été un chemin public était maintenant englouti par la nature. Des arbres s'étaient effondrés sur le sol. Des lianes pendaient, épaisses comme des cordes, et l'air sentait légèrement l'eau stagnante et le limon. L'équipe se gara près des vestiges d'une vieille clôture en bois, puis suivit le tracé à peine visible de ce qui avait été le sentier. La rivière était gonflée par les pluies d'hiver, ses berges molles et boueuses. Le bruit des pattes des chiens s'enfonçant dans la terre était le seul son, avec le bruissement du vent dans les broussailles. Pendant les 2 premières heures, il ne se passa rien. Les maîtres chiens délimitaient de petits secteurs, scrutant le sol à la recherche de changements de texture ou de dépressions qui pourraient suggérer une sépulture. Puis, vers midi, l'un des chiens s'arrêta brusquement. Son museau s'abaissa vers un talus peu profond où le terrain descendait vers l'eau. Quelques secondes plus tard, il aboya sèchement, une fois, puis 2. Le second chien le suivit, tournant autour du même endroit. Le cœur de Grant commença à s'emballer. Les maîtres chiens donnèrent le signal. Possible alerte. L'équipe marqua la zone et commença à défricher soigneusement la végétation. Sous la première couche de feuilles et de racines, ils découvrirent une section de terre remuée qui ne correspondait pas au terrain environnant. La terre était compacte et plus sombre, comme si elle avait été privée d'air pendant des années. Ils appelèrent le soutien scientifique par radio. En moins d'1 heure, les techniciens de la scène de crime arrivèrent avec des outils d'excavation et un auvent portable. Les fouilles commencèrent lentement, chaque centimètre étant photographié et consigné. Le soir venu, l'appel d'un technicien heurta quelque chose qui n'était pas de la terre. Le son était sourd mais distinct, un léger choc contre du plastique. Ils découvrirent une grande bâche de plastique épais, du type utilisé pour la construction ou l'isolation, enroulée et enterrée à plusieurs pieds de profondeur. Lorsqu'ils retirèrent la première couche, la forme indubitable d'un corps humain apparut en dessous. Le silence se fit sur la scène. Les restes étaient fragiles, mais remarquablement conservés. La boue de la rivière, épaisse de limon et pauvre en oxygène, avait scellé le sol comme une tombe naturelle. Les techniciens scientifiques travaillèrent tard dans la nuit, prélevant des échantillons et photographiant chaque angle avant de transférer soigneusement les restes dans des conteneurs à sceller. Quand les résultats revinrent quelques jours plus tard, la confirmation frappa le département comme une vague. L'ADN correspondait.
Angelica Lewis, la petite fille qui avait disparu de son Porsche en 1992, avait été retrouvée 26 ans plus tard, à moins de 3 kilomètres de chez elle. Grant resta assis dans sa voiture devant le poste ce soir-là, fixant la photo épinglée au dossier, le visage souriant d'Angelica figé à l'âge de 3 ans. Il avait passé des mois à pourchasser un fantôme vieux de 30 ans. Et maintenant, il ne regardait plus son cas comme un mystère, mais comme une scène de crime. Quelqu'un lui avait pris la vie, l'avait enveloppée dans du plastique et l'avait enterrée à quelques pas de l'endroit où elle avait disparu. La nouvelle parut discrètement au début, juste un court article dans le Frankfurt Daily Journal, annonçant la découverte de restes que l'on pensait liés à une affaire d'enfants disparus, vieille de plusieurs décennies. Mais la rumeur se propagea rapidement. Les journalistes appelaient sans cesse. Pour la famille Lewis, ce qui avait été une vie d'incertitude se transforma en quelque chose de plus sombre. La confirmation. Carol Lewis, maintenant dans la cinquantaine avancée, fut informée en personne. Les officiers qui se rendirent chez elle dirent qu'elle n'avait pas pleuré tout de suite. Elle était simplement restée assise en silence, ses mains tremblant légèrement avant de murmurer « Je me suis toujours dit qu'elle était proche. » Mais la lettre planait encore sur tout cela. Qui l'avait envoyée et pourquoi maintenant? Grant l'envoya pour une analyse graphologique avancée et une recherche de traces, mais son auteur savait ce qu'il faisait. Aucune empreinte identifiable, aucune trace d'ADN. Le cachet de la poste ne menait qu'à une boîte aux lettres publiques à Nashville. L'expéditeur ne voulait pas être retrouvé, mais il voulait que le corps le soit. Ce paradoxe hantait Grant. Il pensait que l'auteur n'essayait pas d'échapper complètement à la justice. Il voulait une clôture. Il voulait que quelqu'un trouve ce qu'il ne pouvait plus cacher. Dans les jours qui suivirent la découverte, les enquêteurs se replongèrent dans les anciens dossiers, comparant les noms, les alibis et les liens. La liste originale des personnes d'intérêt était courte. Voisins, amis de la famille, parents éloignés. Un nom en particulier revenait sans cesse. David Lewis, le père d'Angelica. Son emploi du temps du jour de 1992 avait toujours été irréprochable. Il était au travail, ce que confirmaient les fiches de pointage et les collègues. Pourtant, il y avait des incohérences que personne n'avait pleinement examinées à l'époque. C'était lui qui avait creusé des tranchées derrière leur propriété pour un jardin l'été précédant la disparition d'Angelica. Il avait possédé un rouleau de bâche en plastique industriel qui n'avait jamais été retrouvé. Et maintenant, 26 ans plus tard, un corps avait été trouvé enveloppé dans le même matériau, dans une zone où il avait l'habitude de pêcher et de camper. Grant ne dit rien à voix haute au début, mais la pensée tournait en boucle dans son esprit. La lettre, le ton de culpabilité, la référence à l'incapacité de porter ce fardeau plus longtemps, cela ne sonnait pas comme un étranger. Cela sonnait comme quelqu'un de proche, quelqu'un qui avait observé les dégâts se propager année après année. La découverte avait répondu à une question, mais en avait soulevé plusieurs autres. La petite fille était retrouvée, mais la vérité sur ce qui s'était passé cette nuit-là était toujours enfouie, simplement d'une manière différente. Et lorsque les enquêteurs finiraient par relier les preuves, lorsqu'ils découvriraient qui avait écrit cette lettre, l'histoire d'Angelica Lewis prendrait un dernier tournant dévastateur. Les résultats ADN arrivèrent par un froid matin de février 2018. Les inspecteurs se rassemblèrent autour de la petite table de conférence du bureau du shérif du comté de Franklin. Leurs expressions illisibles,
alors que le rapport d'expertise était posé devant eux. L'analyse était concluante. Les restes trouvés aux méandres des sols après 26 longues années appartenaient à Angelica Lewis. Pendant un instant, personne ne parla. Le nom qui avait plané comme un fantôme dans le département pendant des décennies était soudainement redevenu réel, écrit en noir et blanc. Ce n'était plus un mystère. C'était un crime. Mais le choc ne s'arrêta pas là. Parmi les preuves collectées sur le site se trouvait une empreinte digitale partielle, prélevée sur la couche de plastique, qui avait été enroulée autour du petit corps. L'empreinte était faible, presque effacée par le temps, mais l'équipe scientifique en avait récupéré suffisamment pour la passer dans le système. Quelques heures plus tard, la correspondance tomba. L'empreinte n'appartenait pas à un inconnu, ni à un ancien suspect, ni à un vagabond oublié depuis longtemps. Elle appartenait à David Lewis, le père d'Angelica. L'inspecteur Harold Grant fixa les résultats pendant un long moment, se remémorant les faits. David avait été l'une des premières personnes interrogées en 1992. Il était au travail le jour de la disparition de sa fille. Son alibi avait été vérifié. Il avait aidé à organiser des battues, était apparu à la télévision aux côtés de sa femme, implorant le retour de leur enfant en toute sécurité. Aux yeux de tous ceux qui le connaissaient, il était un père anéanti par la tragédie. Maintenant, soudainement, l'épreuve disait tout autre chose. Grant rouvrit le dossier cet après-midi-là, étalant chaque vieille photographie, transcription et carte sur la table. Il recommença depuis le début. La disparition d'Angelica, la chronologie de cette journée, les déclarations des voisins. Rien dans l'affaire ne s'était jamais emboîté parfaitement. L'absence de preuves matérielles, la scène soigneusement mise en place, même le lapin en peluche laissé debout sur le porche, tout cela avait semblé un peu trop délibéré. Si David Lewis était responsable, cela signifiait que toute l'enquête initiale avait été construite sur un mensonge. Les inspecteurs commencèrent à retracer discrètement sa vie. Ils parlèrent à d'anciens collègues du garage automobile, maintenant plus âgés et à la retraite. Et le portrait qu'ils peignirent était bien différent de celui du père de famille dévoué que tout le monde avait vu à la télévision. En 1991, un an avant la disparition d'Angelica, David était noyé sous les dettes de jeu, fréquentant des parties de poker clandestines, empruntant de l'argent à des gens qui ne pardonnaient pas facilement. Il y avait eu des rumeurs de menaces, d'appels téléphoniques tard dans la nuit et de tensions à la maison. Des voisins se souvenaient avoir entendu des disputes entre David et Carol dans les semaines précédant la disparition. L'un d'eux se rappelait l'avoir entendu crier qu'il voulait tout recommencer. Un autre a dit qu'il avait parlé de déménager quelque part de nouveau et de laisser ses problèmes derrière lui. Mais personne n'y avait prêté beaucoup d'attention à l'époque. Les familles se disputent. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Lorsque les anciens relevés financiers furent réquisitionnés, la dette devint indéniable. David avait contracté plusieurs prêts sur salaire en 1991, chacun plus important que le précédent. Au début de 1992, ses comptes étaient presque vides et il était en retard sur ses mensualités de prêts immobiliers. Il avait dit à des amis qu'il essayait de trouver une solution. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer la chronologie de ce printemps. Le jour de la disparition d'Angelica, David avait pointé au travail à 7h58 et avait dépointé juste avant 15h. Un horaire qui laissait une petite fenêtre de temps inexpliquée entre son départ du travail et son arrivée à la maison. Le trajet entre le garage et la résidence des Lewis n'était que de 15 minutes.
Dans l'enquête initiale, cet intervalle n'avait pas semblé important. Maintenant, il était tout. Les inspecteurs le convoquèrent pour un interrogatoire. Au début, David nia tout. Il avait vieilli, les cheveux gris, des rides profondes sur le visage, un homme usé par des années de silence. Il écouta pendant qu'il lisait le rapport d'expertise à voix haute, les mots correspondance d'empreintes digitales confirmées. Ses mains tremblaient légèrement sur la table, mais il garda une voix stable, insistant sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. Mais lorsqu'on lui présenta la photographie de la bâche en plastique, la correspondance de composition avec le matériau autrefois utilisé dans son vieil atelier et l'empreinte qui le plaçait sur le lieu de l'inhumation, quelque chose en lui commença à se briser. Il prit sa tête dans ses mains et, pendant un long moment, ne dit rien. Puis, d'une voix basse, il leur raconta ce qui s'était réellement passé. Ça avait été une dispute, quelque chose de futile. Il ne se souvenait même plus comment cela avait commencé. Carole était partie faire les courses et Angelica avait renversé quelque chose, un gobelet d'eau coloré sur les marches du porche. Il était sous pression, en colère, épuisé par les dettes, la peur de tout perdre. Il dit qu'il avait craqué. La suite sortit par fragments brisés, des cris, le son de ses pleurs, une bousculade, puis le silence. Il a prétendu que c'était un accident, qu'il avait paniqué, qu'il n'avait pas voulu que ça arrive, mais ce qu'il décrivit ensuite n'était pas l'acte d'un homme en état de choc. C'était la décision méthodique de quelqu'un qui dissimulait la vérité. Il a enveloppé le corps d'Angelica dans du plastique de son garage, l'a placé dans sa camionnette et a conduit vers la rivière. Il connaissait la région depuis son enfance, y avait pêché des dizaines de fois. L'endroit qu'il a choisi pour l'enterrer, sous les sols, n'était pas aléatoire. C'était un lieu isolé que seuls les locaux connaissaient et le sol près de la berge était meuble, facile à creuser. Ensuite, il est rentré chez lui, a placé le lapin en peluche d'Angelica bien en évidence sur le porche et a appelé le 911 pour signaler la disparition de sa fille. Il a avoué que dans les jours qui ont suivi, alors que la police fouillait les bois et que les hélicoptères survolaient la zone, il s'est joint aux volontaires et a pleuré devant les caméras parce qu'il pensait que c'était ce qu'un père en deuil était censé faire. Interrogé sur la lettre arrivée en 2018, David secoua la tête et dit que ce n'était pas lui. Cette lettre, s'est-il avéré, avait été écrite par sa sœur, Marianne Lewis, une femme qui s'était éloignée de la famille des décennies plus tôt. Les inspecteurs la retrouvèrent dans le Tennessee. Elle avait 62 ans, vivait tranquillement près de Nashville, et lorsqu'on lui montra la photographie du Polaroid, elle s'effondra presque immédiatement. Elle raconta aux enquêteurs que David était venu la voir en 1993, un an après la disparition, pendant ce qu'elle a appelé une dépression nerveuse. Il lui avait tout avoué en larmes, la suppliant de ne rien dire à personne. Elle avait gardé son secret toutes ces années, croyant que la vérité détruirait ce qui restait de leur famille. Mais en vieillissant, la culpabilité était devenue insupportable. Quand elle a vu des nouvelles sur le programme de numérisation des affaires non résolues du comté en 2017, elle a réalisé que l'affaire pourrait être réexaminée et a décidé d'envoyer la lettre. Elle l'a écrite anonymement, ne s'attendant jamais à ce que quelqu'un trouve le corps. Elle voulait juste offrir une forme de paix à Carole avant qu'elle ne meure. Lorsque les inspecteurs confrontèrent David à la déclaration de sa sœur, il ne contesta pas. Il hocha simplement la tête, pleurant silencieusement dans ses mains.
Il signa des aveux écrits cette nuit-là. Pour Carol Lewis, la vérité a brisé le peu de paix qu'elle avait réussi à construire au fil des ans. L'homme qu'elle avait défendu pendant des décennies, celui avec qui elle avait partagé son deuil, était en réalité le seul et unique responsable. Lorsqu'on lui demanda plus tard comment elle avait surmonté cette épreuve, elle répondit: J'ai toujours cru vivre avec le chagrin. Je n'avais pas compris que c'était une trahison. Cette confession mit un terme à l'une des plus anciennes affaires non résolues de Francfort, mais les séquelles laissées furent profondes. David Lewis fut arrêté et inculpé d'homicide involontaire et d'entrave à la justice. Dans sa déclaration au tribunal, il qualifia son acte de « erreur que je paye chaque jour depuis qu'elle a eu lieu ». La vérité, cependant, était bien plus lourde que cela, car l'histoire de la disparition d'Angelica n'avait jamais été celle d'un étranger ou d'un monstre tapi dans l'ombre. Elle était le fruit de quelque chose de bien plus ordinaire et de bien plus dévastateur. Un instant de colère, un secret enseveli par la culpabilité et une famille déchirée par le poids des deux. Mais même après les aveux, un mystère persistait, les mots obsédants inscrits sur ce vieux polaroïd, tout près de la maison. Le message était littéral, certes, mais il était aussi bien plus que cela. Un rappel que parfois, la vérité n'est pas du tout cachée dans l'ombre. Elle est là, juste sous nos yeux, tranquillement enfouie sous la surface, attendant que quelqu'un d'assez courageux la mette au jour. Lorsque les portes du tribunal se refermèrent sur l'affaire Lewis, ce fut comme la fin d'une ère pour la petite ville de Francfort. Pendant 26 ans, les gens avaient murmuré des hypothèses sur ce qui avait bien pu arriver à la petite fille aux sandales roses, celle qui avait disparu de son perron en plein jour. La découverte de la dépouille d'Angelica et les aveux de son père avaient enfin révélé la vérité. Mais pour ceux qui l'avaient vécu, et surtout pour Carol Lewis, cela ne ressemblait pas à un point final. C'était une perte, ressentie une nouvelle fois. David Lewis fut condamné à 35 ans de prison pour homicide involontaire et entrave à la justice. Dans le box des accusés, il n'avait l'air ni rebelle, ni en colère. Il semblait vide. Lorsque le juge lut le verdict, il fixa le vide, le visage blême, les mains si serrées qu'il semblait s'accrocher à quelque chose que lui seul pouvait voir. Carole était assise derrière lui, non pas dans la section réservée à la famille, mais au dernier rang, loin des caméras. Les journalistes la décrivirent comme digne, mais ceux qui la virent de près dirent qu'elle ressemblait à quelqu'un qui avait déjà versé toutes les larmes de son corps. Dans sa première et unique interview après le procès, la voix de Carole tremblait lorsqu'elle déclara: J'ai gardé chaque carte d'anniversaire, chaque avis de recherche, chaque article commémoratif. Je ne m'attendais simplement pas à ce que la vérité vienne d'une lettre. Elle tenait le morceau de papier en parlant, la même note manuscrite arrivée par la poste en janvier, celle qui avait finalement conduit à la découverte de la dépouille de sa fille. Elle affirma ne pas haïr la personne qui l'avait écrite. La personne qui a envoyé cette lettre a fait ce pourquoi je priais. Elle a redonné une voix à ma fille. La lettre provenait de Marianne Lewis, la sœur de David, avec qui il avait coupé les ponts. Elle n'avait pas mis les pieds dans le Kentucky depuis près de 2 décennies. Lorsque les enquêteurs la contactèrent dans le Tennessee, elle admit l'avoir écrite après des années à porter le secret de son frère. Elle expliqua ne pas l'avoir fait par colère, mais par culpabilité, car elle ne supportait plus de savoir qu'un enfant reposait dans une tombe cachée pendant que des gens priaient pour obtenir des réponses.
Je pensais que cela pourrait détruire ce qu'il restait de la famille, confia-t-elle à la police. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il n'y avait plus vraiment de famille à détruire. Dans les semaines qui suivirent les aveux, la maison de Carol devint un musée du souvenir. Les murs étaient tapissés de photos jaunies et de coupures de presse, l'air chargé de l'odeur du vieux papier et des fleurs. Sur la table près de la fenêtre reposait une boîte qu'elle avait gardée scellée pendant des années. À l'intérieur se trouvaient les objets préférés d'Angelica, son lapin en peluche, une paire de minuscules sandales et les avis de recherche qui avaient autrefois été agrafés sur les poteaux téléphoniques de toute la ville. Elle ouvrit cette boîte pour la première fois depuis des décennies, la veille de la condamnation de David. Elle dit que ce n'était pas la colère qui l'avait poussée à le faire, mais le sentiment que tout était terminé. Les journalistes qui sont revenus sur l'affaire en 2019 l'ont qualifiée de l'une des résolutions de cold cases les plus troublantes de l'histoire du Kentucky. Non seulement à cause de sa conclusion, mais aussi à cause de la banalité de ses débuts. Il n'y avait pas d'étrangers rôdant dans l'ombre, pas de mystérieux ravisseurs, juste un père qui avait commis une erreur irréversible et une famille qui avait porté le poids de ce silence pendant près de 3 décennies. Le détective Harold Grant, qui avait découvert le Polaroid qui relança l'enquête, déclara plus tard que ce qui l'avait le plus frappé n'était pas la violence de l'acte, mais le silence des années qui avaient suivi. Tout le monde continuait à vivre autour d'un secret, dit-il, la mère, la sœur et même la communauté. Tout le monde avançait, mais la vérité était là, tout ce temps, enterrée près d'une rive. Pour lui, l'image qui resta gravée dans sa mémoire n'était ni la découverte du corps, ni les aveux. C'était le détail qui reliait tout. Le numéro peint sur la boîte aux lettres du Polaroid, 417. Pendant des mois, personne ne comprit sa signification. Mais durant les dernières étapes de l'enquête, les registres du comté révélèrent qu'avant l'inondation de 1998, une ancienne borne kilométrique, la 417, se dressait à moins de 15 mètres de l'endroit exact où Angelica avait été enterrée. Le numéro n'était pas celui d'une maison, il n'était pas aléatoire. C'était une carte, un message indiquant littéralement où elle se trouvait, tout près de la maison. Cette révélation hantait Grant. Cela signifiait que la personne qui avait pris ce Polaroid, très probablement David lui-même, avait immortalisé l'endroit où il avait laissé sa fille, le marquant avec la même précision froide qu'une pierre tombale. Cela signifiait aussi que Marianne, en trouvant la photo des années plus tard parmi les affaires de son frère, avait probablement compris sa signification exacte et avait choisi de la renvoyer au seul endroit où elle pourrait enfin avoir un sens. Après la condamnation, Grant se rendit une dernière fois au bord de la rivière. Il dit vouloir comprendre quel genre d'homme pouvait venir dans un tel lieu pour y enterrer son propre enfant. L'air était calme ce jour-là, les saules pleureurs se penchant au-dessus de l'eau, exactement comme dans la lettre. En se tenant là, dit-il, on pouvait presque imaginer entendre les échos des équipes de recherche des décennies auparavant, appelant le nom d'Angelica à travers les arbres. Carol ne retourna jamais à Willow Bend. Elle disait que sa fille n'était plus là-bas. À la place, elle fit installer une pierre commémorative dans le petit cimetière près de son église, gravée du nom complet d'Angelica et des dates qui encadraient une vie bien trop courte. Sous l'inscription, 4 mots qu'elle avait elle-même choisis, toujours près de la maison. Ce printemps-là, elle invita les quelques amis qui l'avaient soutenue au fil des ans à une cérémonie intime. Il n'y avait ni caméra, ni discours, juste une poignée de personnes,
et une mère qui avait attendu la moitié de sa vie pour dire adieu. Elle déposa des fleurs au pied du mémorial, puis déplia un petit cadre qu'elle avait apporté. À l'intérieur se trouvait la lettre, celle par qui tout avait commencé et par qui tout s'était terminé. Elle le posa à côté de la pierre, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle murmurait « Maintenant, je sais ». L'histoire d'Angelica Lewis disparut ensuite des gros titres, mais à Francfort, elle ne quitta jamais vraiment les esprits. Les gens montrent encore du doigt la vieille route de la rivière, celle qui menait autrefois à Willow Bend, et parlent du temps que la vérité peut rester enfouie avant de finalement refaire surface. Le détective Grant prit sa retraite plus tard cette année-là. Le dernier dossier qu'il referma avant de quitter le service fut celui d'Angelica. Il n'écrivit que 3 mots sur la ligne de résumé final. Retrouver, identifier, commémorer. Finalement, le mystère de la lettre, du Polaroid et du numéro 417 ramenait à la même vérité. Parfois, la justice n'arrive pas grâce aux preuves ou à la chance, mais par la culpabilité, par la conscience de quelqu'un qui ne peut plus vivre dans le silence. Pendant 26 ans, la famille Lewis avait vécu dans l'ombre d'un mensonge, et ce n'est pas la lettre d'un étranger qui les a finalement libérés. C'est le poids de la vérité, porté à travers les décennies, jusqu'à ce que quelqu'un trouve le courage de la dire à voix haute. Et en ce calme après-midi au cimetière, avec la lumière du soleil filtrant à travers les arbres et le vent soufflant doucement dans l'herbe, il sembla que l'histoire d'Angelica avait enfin trouvé sa conclusion. Pas une conclusion parfaite, ni apaisée, mais une conclusion véritable.